Et du coup, le sujet du talk qu'on a choisi aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on travaille depuis un petit moment maintenant là-dessus. Et l'idée, c'est de répandre l'utilisation de DBT chez Decathlon, donc chez différents types de personas. On va rentrer un peu plus dans le détail. Et donc, quand on dit répandre l'utilisation, ça va être faciliter l'adoption et également accélérer l'industrialisation des projets. Donc, on va d'abord faire une petite intro sur la data chez Decathlon. On va ensuite rentrer un peu plus dans le détail de DBT chez Decathlon avant de vous présenter les outils et les process qu'on a développés pour répondre à cette problématique. Et on aura une petite démo technique histoire de vous régaler un peu sur ce qu'on a réussi à développer. Je vais d'abord laisser la parole à Antoine pour présenter un peu le contexte plutôt fonctionnel de la data chez Decathlon. Bonjour à tous, donc je suis Antoine Chenon, j'ai été embauché par Decathlon il y a à peu près 10 mois maintenant. Donc je travaille pour Decathlon depuis Nantes et je suis aussi senior data engineer. J'ai voulu un peu, pour démarrer, vous présenter la data unit, donc la BU data de Decathlon, donc c'est organisationnel, c'est un peu pour plutôt vous présenter les personas qu'on a sur la plateforme, donc les différents utilisateurs, les différentes typologies d'usage qu'on a sur la plateforme. Je vais partir du bas pour aller vers le haut, on va suivre un peu le parcours de la donnée finalement. Donc en bas, on a nos sources de données, et là ce qu'on voit en plein milieu, le gros cadre, c'est les technical catalysts. Donc en fait, ça va être toutes les équipes techniques qui sont essentiellement des data engineers, qui vont fournir les données aux business catalysts qui sont au-dessus, qui sont les équipes qui sont plutôt orientées métier. Donc ici, on a deux parties, la Data Solution Factory et la Data Domain Factory. Côté Data Solution Factory, ça va être toutes les équipes qui vont fournir la plateforme technique. Et pour vous dire un peu où on est avec Simon, nous on est dans cette équipe-là, Data Processing Solutions. Donc le but de notre équipe, ça va être de fournir les outils de traitement de données aux autres équipes. Quand je parle des autres équipes, ça va être tout ce qui va être ici et tout ce qui va être là. Avec nous, il y a d'autres équipes qui vont travailler sur d'autres outils de la plateforme. Donc Data Query Solutions, ça va être tout ce qui va être les outils de requêtage, donc Athena, Redshift par exemple. On va avoir aussi les outils de BI ici. En parallèle de ça, on a l'observabilité qui vient de se monter pour un peu suivre le parcours de la donnée sur tous ces outils-là. Et bien évidemment, Data Factory Operations, ce qui se cache derrière, ça va être tout ce qui va être Ops. Donc ce sont nos DevOps. En face de ça, on a les data domains. Donc les data domains, ce sont les équipes qui travaillent sur un domaine de données spécifique et qui vont fournir les données aux business catalysts au-dessus. Donc, là, c'est séparé en différents domaines. Donc, on a les données des stocks, des utilisateurs, des performances économiques, etc. On a bien évidemment une équipe d'architecture pour chapeauter tout ça. Et une fois que ces données ont été travaillées et sont dispo pour les business catalysts, on a ici différents personas. Donc on a une partie AI dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais on va plutôt se concentrer sur la partie analyse de données. Chez Decathlon, il y a des data analysts, il y a des BI engineers et il y a des analytics engineers. Donc ça va être toutes les personnes qui sont ici, qui vont utiliser les données fournies par les data engineers pour ensuite les présenter. Donc on voit souvent dans les consumers. Donc le but là, de ces équipes-là, de ces personas-là, ça va être de fournir des analyses, de fournir des agrégats qui vont ensuite être branchés sur des outils de visualisation. Donc voilà un peu le schéma global de la BU. Et on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc on va toujours suivre le parcours de la donnée. Donc on part de la zone bronze qui est la zone d'atterrissage de nos données. Et on a aussi la zone silver. Donc en fait entre bronze et silver, on a un outil qui s'appelle le Data Factory Ingest qui va ingérer les données, faire de légères transformations sur les données. Donc ça va être remettre des chars, des strings, des numbers, ce genre de choses, des dates par exemple, pour les mettre à disposition dans la zone silver. Cette zone silver, c'est la zone, on va dire, de consommation primaire pour toutes les autres équipes. Puisqu'en fait, la zone bronze est entièrement dédiée à l'outil, donc personne ne peut y accéder. Et par contre, la zone silver, tout le monde peut y accéder. Cette zone silver, on va lire les données dessus, et après, nos data engineers vont travailler cette donnée-là et vont écrire leurs résultats dans la zone gold. Dans la zone gold, ce sont des données qui sont prêtes à l'usage, et bien d'autres utilisateurs vont utiliser ces données, notamment les analytics engineers, les BI engineers et les data analysts.
ces data analysts, ils vont préparer leurs données pour les mettre à disposition dans un outil BI, et on leur a fourni une zone en plus s'ils ont besoin, qui est la zone Insight, où ils vont pouvoir refaire des agrégats par-dessus les données de la zone Gold et mettre toutes leurs données dans cette zone pour un usage purement d'exposition, donc purement de visualisation. Rentrons un petit peu plus dans le détail, ça va être un peu plus parlant. Donc on a tout à gauche notre arrivée de nos données. Donc là, vraiment, on est sur du profil Data Engineer. Donc derrière l'outil Data Factory Ingest, ce sont des Data Engineers qui font passer les données depuis une source vers la zone d'atterrissage, la zone bronze, puis vers la zone silver. Ensuite, donc, tous les data domaines, qui sont encore des Data Engineers, vont travailler cette donnée pour la mettre en zone gold. Le but de la zone gold, c'est d'avoir une donnée qui est qualifiée, qui est testée, et d'avoir défini clairement les responsabilités, les responsables plutôt, les équipes responsables des données. Donc, bien évidemment, ici, les producteurs sont responsables de leurs données. Alors, je vous dis ça, c'est encore en cours de mise en place au sein de Decathlon, mais c'est le but clairement affiché de cette zone. Et avec ça, on a cette zone gold, on veut avoir une zone d'insight qui va contenir des métriques, des agrégats qui sont vraiment dédiés à une ou des questions pour un ou des dashboards, typiquement dans Tableau. Et donc ce passage de la zone gold à l'insight, ça va plutôt être des analytics engineers qui vont faire, ou comme on le voit ici, des data analysts ou des BI engineers qui vont utiliser ces zones pour tout ce qui va être présentation et exposition de données. Donc ça, c'est la partie, on va dire, théorique un peu. On va parler un peu plus outillage. Donc avant, sur la plateforme, on utilisait énormément Talend sur Redshift. Maintenant, il y a mieux. On a des outils un peu plus récents, un peu plus agréables à utiliser, et surtout pour certains use cases plus performants. Les deux stacks globales qu'on a définis, donc on a la stack Analytics Engineer et la stack Data Engineer. Comme on peut le voir, DBT est bien sur les deux stacks, mais il y a quand même des nuances entre les différentes stacks. Si je prends la stack Analytics Engineer, on va utiliser DBT Cloud pour pouvoir orchestrer notre job et utiliser DBT Cloud pour même coder, puisqu'il y a un IDE en ligne qui est disponible. Ce DBT Cloud fonctionne avec Databricks, donc avec les SQL Warehouse. Et nous sommes en train de mettre en place la connexion vers Redshift, puisqu'on a un legacy sur Redshift, on a encore besoin de l'utiliser. Donc le DBT Cloud est compatible avec Redshift, donc c'est parfait. Toutes ces transformations vont vers Tableau, qui est l'outil de database choisi par Decathlon. Et bien évidemment, on a un socle commun qui va être tout ce qui va être gouvernance. Donc, on a mis GitHub ici parce qu'on a été plutôt sur des profils qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser ça. Donc là, quand j'entends gouvernance, c'est plutôt gestion du code et gestion de version du code, puisque le code DBT est sur GitHub. Et en termes de gouvernance de données pures, on a Colibra, qui est un data catalogue qui recense toutes les données écrites sur notre data lake. Si on regarde la partie data engineering, on a des outils que je suppose vous connaissez tous. Donc, pour orchestrer, on a Airflow. Ce Airflow va lancer des jobs, donc DBT, peut aussi lancer du Spark, donc Spark en Python ou en Scala. On a aussi choisi de proposer de lancer juste du Python simple pour vraiment des toutes petites transformations, donc soit sur des lambda AWS, soit sur un cluster Kubernetes. Donc comme vous voyez ici, en fait, la plateforme data est basée sur les services d'AWS. Et donc pour exécuter tout ça, on a EMR qui fournit les clusters Spark, on a Databricks aussi, qui va nous fournir le processing, Kubernetes, et on a même un petit nouveau qui est Athena. Alors, Athena, là, l'usage est un peu spécial, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pour certains cas d'usage, les personnes avaient déjà du code SQL qui fonctionnait, donc ils ont, on va dire, max 50-100 lignes de SQL qui fonctionnent très bien, ils veulent juste passer sur cette nouvelle plateforme. Eh bien, avec Airflow, on envoie ces requêtes SQL sur Athena et ils ont leurs résultats dans le Data Lake.
Pour un peu suivre les usages de tout ça, on a Datadog pour la partie gestion des clusters et un peu le suivi de tout ce qui se passe sur la plateforme. Et comme j'ai parlé tout à l'heure d'observabilité, on est en train d'utiliser, de mettre en place Marquez pour un peu suivre l'évolution et ce que produisent surtout nos pipelines de données au sein de la plateforme. Donc grâce à Marquez et OpenLineage. Donc ça c'est tout le tooling qu'on a et nous, notre équipe, elle a pour responsabilité d'accompagner les personnes vers ces nouveaux outils et pour nous aider, on développe en fait des templates. Ce sont des templates de code qui sont des répertoires de code plutôt qui sont préconfigurés et configurables. Comme ça, les utilisateurs ont juste à instancier le template, ils mettent leur conf et après ils ont juste à ajouter le code métier. C'est vraiment le but, c'est qu'ils ne se focusent que sur le code métier. Pourquoi ces templates? Parce qu'en fait, ces templates, comme on le voit là, ça va être surtout un support de bonne pratique. Si on utilise le template, on va obliger certaines façons de faire en fait. Donc on va forcer les outils à utiliser, on va forcer certaines conventions de dommage, certaines métadonnées, on va forcer les nouvelles zones de stockage, on va aussi avoir des règles de sécurité, des gestions de droits, gestion d'environnement, et on va forcer aussi tout ce qui va être bonne pratique de software. Donc dans bonne pratique de software, j'entends utiliser une CI/CD, faire des tests, ce genre de choses. Donc on part de ça, on fournit notre template qui est le reflet des bonnes pratiques, mais après si on lâche ça dans la nature, on va toujours avoir des utilisateurs un peu perdus. Le but là, aussi de notre équipe, c'est de former les gens. On ne les laisse pas comme ça tout seuls. On a écrit des formations sur les technos que je vous ai présentés avant, donc DBT, Spark, Airflow. Et dans ces formations, on apprend évidemment la technologie et puis aussi on présente le template, on diffuse pour que les personnes puissent le prendre en main et un peu faciliter l'usage. Puisqu'on sait que pour certains profils, c'est un peu compliqué de prendre en main certaines choses, notamment l'utilisation d'une invite de commande, c'est pas évident pour tout le monde. L'équipe, donc, elle est en charge de la diffusion de ce template, donc on n'a pas que la formation pour diffuser ça, on a aussi des meet-ups au sein de Decathlon, et on diffuse par l'accompagnement. On va accompagner les équipes vers leur transition vers la nouvelle stack avec le template, et on va aussi fournir du support technique, donc ça va être plutôt plus ponctuel. L'accompagnement ici, c'est vraiment pour des équipes qui démarrent. On va être avec eux, avec elles, pour dire bon, très bien, tu as besoin de tel droit, telle chose, tu veux écrire où, comment, avec quoi, et on les accompagne dans tout ce process-là. Donc le support technique est ponctuel quand quelqu'un a besoin juste d'un petit bug, et ça arrive, de quelque chose qui ne marche pas. Et on fait aussi de l'audit de code. Donc l'équipe, avant toute mise en prod, les personnes doivent nous indiquer qu'elles veulent passer en production. Nous, on regarde leur code, on identifie un peu ce qu'ils ont modifié par rapport au template, comme on le connaît, on peut vraiment regarder que ce qu'ils ont modifié et quel est leur code fonctionnel. Alors on ne va pas corriger le fonctionnel, mais on va corriger un peu la technique, identifier s'il y a, je sais pas, des jointures un peu énormes, des choses un peu bizarres. Et après, leur donner le go to prod, et c'est là aussi on rentre dans une phase d'accompagnement, on va leur dire bon très bien, voici les droits, voici les choses à demander, les règles à respecter dans la zone gold, etc. etc. Donc voilà un peu pour la présentation globale, je vais laisser Simon enchaîner sur la partie technique, sur le template. Merci Antoine. Du coup là l'idée c'était de vous présenter un peu comment ça marchait au niveau global. Là on va vous présenter un peu plus de manière technique, orientée sur DBT. Mais du coup, ce que je vais vous présenter là pour DBT, on va retrouver exactement la même chose sur ce qu'on a sur du PySpark, du Scala, du Athena, etc. D'abord, un petit peu d'histoire. Donc l'histoire de DBT, elle commence en janvier 2022, du coup avec un premier projet, un projet de finance, du coup un petit POC qui était mené par une des personnes qui est dans la salle, du coup qu'on est très fiers. Mais depuis, on a fait beaucoup mieux, pas de blague. Et du coup, en gros, l'idée c'était de se dire qu'au début, on n'avait pas un DBT dans la stack. Et du coup, on n'avait que du Scala, du PySpark, un peu de Python. Et on s'est dit, on a quand même un gros historique de talent sur Redshift. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de reprendre cette partie SQL et de venir la structurer avec les bonnes pratiques que vont apporter DBT, au lieu d'avoir à tout réécrire en Spark, en Spark Scala, en PySpark, etc. Et du coup, on avait quand même quelques projets qui faisaient que du Spark SQL. Et on s'est dit, si on fait un template Spark SQL, en fait, on va refaire DBT. Et du coup, on s'est dit autant tester l'utilisation de DBT chez les 4.
Du coup, un mois après, on avait une première pipeline qui tournait sur Airflow et Redshift. Et on s'est assez vite orienté vers du Kubernetes et Databricks. Databricks, c'était aussi une raison politique dans l'entreprise. Il y avait l'idée d'amener cet outil pour avoir cette plateforme unifiée qui permet aux différents utilisateurs de travailler sur le même outil. Et en juin, on a finalisé une pipeline qui était full Databricks. Donc ça coûtait un peu plus cher, mais derrière, en termes d'utilisation, on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs qui connaissaient bien Kubernetes. Du coup, pour l'accès au log, pour le développement, etc., la partie Databricks était au final plus simple pour les utilisateurs. Et du coup, on est parti là-dessus. C'est là que la magie des templates arrive. En août 2022, on avait un template pour toutes les technologies. Et on se disait, ah merde, quand même, on a des projets qui tournent bien sur DBT, mais au final, il y a un projet qui tourne bien. Du coup, on va essayer de répandre un peu tout ça. Et du coup, on a suivi le même modèle que ce qu'on faisait sur les autres technos. Et on a fait un template sur Cookie Cutter. Cookie Cutter, je vais revenir après sur ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et en octobre, on a eu les premières industrialisations de projets du coup, qui nous ont confortés sur le fait qu'on suivait le bon chemin là-dessus. La formation elle est arrivée au début de l'année. On a une formation avec plusieurs blocs, une partie DBT Core. On a rajouté DBT Cloud récemment, peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Et aujourd'hui, du coup, on a pas mal de personnes qui sont formées là-dessus, qui sont moteurs, qui participent au template. Et je crois que là, les chiffres, ils sont plus complètement à jour. On est plus sur une dizaine de projets qui sont en prod. Ça paraît pas énorme, mais c'est 10 sur 25, je crois, qui sont sur la nouvelle stack. Du coup j'aime bien le rappeler à chaque fois à mes collègues qui utilisent les autres templates que DBT a réussi à creuser un peu sa place dans la stack de D4. Donc pour une partie un peu plus tech, donc l'architecture des projets DBT aujourd'hui, elle va ressembler à ça. Donc on a Airflow qui est l'orchestrateur unique de la plateforme Data chez D4 pour la partie DE, qui vient créer un petit cluster sur Databricks, donc c'est le plus petit possible, et son rôle ça va être uniquement de venir lancer des commandes DBT sur un SQL Warehouse. Les SQL Warehouse, c'est des clusters serverless qui sont optimisés, donc c'est des clusters Spark qui sont optimisés pour du SQL, et donc ces clusters-là ils vont être partagés à toutes les équipes, ce qui permet qu'ils soient plus souvent actifs, et qu'ils vont avoir un scaling qui est activé. Du coup si on a plus de 10 requêtes, il y a une nouvelle machine qui va être créée sur le SQL Warehouse. Mon job cluster, il est créé avec mon image Docker qui contient le projet DBT. Donc c'est comme ça qu'on fait le lien avec mon image DBT. Et du coup, Databricks, ça vient directement travailler avec S3 via le Metastore de AWS qui s'appelle Blue Catalog. Et donc là, l'idée en fait de notre template, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure Antoine, ça va être d'amener les bonnes pratiques, d'accélérer la création des projets et de faire en sorte qu'on ait une homogénéité en fait sur tous les projets qui se basent sur DBT. Donc les trois fonctionnalités principales qu'on va retrouver, c'est une structure de projet préconfigurée, où on repart d'un DBT init et puis nous on rajoute des petites surcouches par rapport aux bonnes pratiques de nommage, de connexion, etc. Un dossier d'exemple qui permet aux utilisateurs plus novices à DBT de comprendre un peu comment ça marche, le découpage en staging, intermediate, mart, etc. On a également une configuration des environnements qui se fait donc, dans les fichiers de profil. On va configurer les différents environnements qu'on demande aux projets de suivre chez Decathlon. Du coup, Dev, CI, pré-prod et prod. Et également un profil de connexion, donc la connexion au cluster SQL qu'on appelle des SQL Warehouse chez Databricks, est déjà faite avec les bons identifiants, etc. Du coup, ça permet de masquer un peu cette partie-là aux utilisateurs. Là où va vraiment résider tout l'intérêt du template, donc ça va être dans toute la configuration de la partie CI/CD. Nous, on se base sur les GitHub Actions. Du coup, c'est une solution possible pour faire de la CI/CD. Et du coup, on reprend ce qui vous a été présenté tout à l'heure, donc la mise en place de la Slim CI avec le manifeste, déclenché par des pull requests, mais également tout ce qui est déploiement des artefacts DBT. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'on avait besoin d'une image Docker, on a besoin d'un fichier Python, etc. Donc c'est la CI qui va le faire. Et l'idée, c'est que l'utilisateur va pas avoir besoin de le faire parce que ce sera déjà intégré au template. Et dernier petit point, du coup, c'est toujours l'effet wow pour les utilisateurs qui ne connaissent pas DBT, on leur montre qu'il y a une documentation qui est directement générée en 2 clics et ça a fait pleurer plus d'une personne, tellement c'est impressionnant. Donc de manière un peu plus visuelle, l'utilisateur il va être ici, il va venir générer un projet à partir du template. Donc on va retrouver toute la partie DBT classique, les macros, les modèles, etc. avec des fichiers d'exemple, mes différentes targets dans mon profil, les GitHub Actions, le Dockerfile, le Makefile. Donc le Makefile, c'est un ensemble de commandes make qui permettent à la fois d'être lancées à la main, donc lancer mon DBT Run Example pour que ça fonctionne direct,
mais également toutes les commandes qui sont génériques en fait, et qui sont par environnement, qui vont être utilisées par les GitHub Actions. Si on regarde un peu le workflow qu'on va retrouver derrière, donc on a un workflow de dev, on peut tout tester manuellement sans passer par Airflow, ça nous permet de vérifier quand même que l'image Docker fonctionne bien, etc. Les pull requests elles vont venir lancer la Slim CI sur les GitHub Actions, et ensuite il y a un GitHub Flow, ce qui est un peu différent du Git Flow, on est sur une seule branche, une branche main, et dès qu'on fait une release sur GitHub, ça vient trigger un déploiement en pré-prod et prod. Donc petite question, pourquoi pré-prod et prod en même temps? C'est parce qu'en fait, venir déployer sur ECR, c'est pas ça qui va faire la mise en prod. Ce qui va faire la mise en prod, c'est Airflow derrière qui va choisir quel tag il veut déployer. Donc si en pré-prod je dis je veux être sur le tag 5.0.0, c'est cette version qui va être choisie, même si j'ai déployé la version 6 sur ECR. C'est pour ça qu'on peut se permettre de déployer les deux en même temps. Au moins on est sûr qu'on a toujours les deux versions qui sont disponibles. C'est là qu'arrive le moment le plus stressant de cette petite démo. Donc on va faire une petite présentation de comment ça marche en fait. Tac. Donc le template il suit Cookie Cutter. Donc, Cookie Cutter, qu'est-ce que c'est? Cookie Cutter en fait c'est un outil de templating qui permet de définir un certain nombre de paramètres et après on va choisir de configurer tout son projet suivant ces paramètres. Donc les paramètres, on va avoir le nom du projet, le nom de l'équipe, etc. Et derrière, moi ce que je vais faire dans le template, c'est que je vais venir configurer tous les fichiers, que ce soit leur nom, mais également des variables à l'intérieur. Si on s'intéresse au profil, par exemple, le schéma qui correspond à la database sur laquelle va venir stocker ces modèles, chaque équipe va être configurée en fonction des informations qu'il va nous donner. Donc voilà donc un ensemble de paramètres qu'on va utiliser. On va retrouver pareil dans la partie de la CI. Et donc je vais vous montrer en fait comment ça va fonctionner en live. Tac. Je vais partager tout mon écran. Partager. Donc le template, je vais l'avoir ici. Donc je vais utiliser. On utilise une surcouche qui s'appelle Cruft, qui reprend Cookie Cutter. L'intérêt de Cruft, c'est que quand vous allez mettre à jour votre template, vous allez pouvoir faire un Cruft update qui va aussi mettre à jour en fait le projet qui a été généré à partir de ça. Tac. Je vais récupérer la commande Cruft create. Donc on va lancer ça en local. Tac. Je vais partir de ma branche qui est la plus à jour. Parce que quand j'ai vu que ça allait parler de CI pendant la présentation, on s'est dit avec Antoine, on va rajouter la CI au template, comme ça on aura l'occasion de la montrer. Donc j'espère que ça va marcher. C'est le petit moment stressant. Et du coup, c'est là qu'on va demander en fait à l'utilisateur de renseigner tous les paramètres. Donc les paramètres, il va y avoir le nom de son équipe. Donc, je vais mettre le nôtre par exemple, DPS. Ensuite, on va avoir le nom du projet. Donc, par exemple, je vais l'appeler test. Et après, du coup, on va renseigner un certain nombre de paramètres qui vont directement être générés à partir de ça. Petite description, la version de base, également la partie rôle. Donc les rôles, ils vont être directement configurés à partir des normes de nommage qu'on a, mais comme toujours, quand c'est nous qui donnons les normes de nommage, on ne les suit pas, et du coup il faut que je change celui-ci. Voilà, donc un certain nombre de paramètres. L'idée là, c'est qu'on peut les surcharger, mais en fait, ça va être les mêmes pour toutes les équipes. Et du coup, l'utilisateur, il aura juste à créer les zones avec le bon nom, etc. Ce qui va lui permettre en fait, de lui faciliter la vie sur la création de ses projets. Donc là, je me retrouve avec un projet qui est directement configuré. Donc on va retrouver la connexion, les profils de connexion avec le schéma de chaque équipe, donc les hosts, etc. Tout ça, ça va être similaire à toutes les équipes. On va également retrouver notre partie de CI qui est configurée. Je ne sais pas si on regarde celle-ci par exemple. Donc on va avoir un certain nombre de paramètres qui vont être renseignés en fonction de ce que va avoir besoin l'utilisateur. On va également avoir tous nos environnements qui vont être faits. Donc tac, on a des environnements qui vont reprendre en fait tout ce que je vous disais tout à l'heure. Et là l'intérêt c'est que l'utilisateur, en une seule commande, il va pouvoir directement choisir de... Est-ce que je partage le nom? Il va directement pouvoir pousser son projet et faire une première release pour avoir un environnement qui est fonctionnel. Tac.
Et donc l'idée là, c'est qu'on va avoir des makefiles par exemple qui vont avoir des commandes qui vont être préconfigurées. Donc si je rentre dedans, je vais montrer à quoi ça ressemble. Et donc là par exemple, on a une commande d'initialisation qui vient initialiser tout le projet. Donc en suivant l'organisation Decathlon, ça va créer un secret que ça va ajouter dans les secrets de GitHub. Comme ça va lui permettre directement d'avoir son projet qui est parfaitement configuré. Et ce qu'on va lui demander du coup, c'est de tester, de faire une première release sur son projet pour vérifier que tout fonctionne bien. Et du coup, au moment de la création de son tag et de la publication de la release, ça va venir lancer mes GitHub Actions. Là, ça va mettre quelques secondes à arriver, mais du coup, mes GitHub Actions, ça va venir déployer la documentation. Donc, au bout de quelques minutes, la documentation va être accessible. Il va également avoir tous ces artefacts qui vont pouvoir être lancés. On va également retrouver toute la partie CI qui va pouvoir être lancée du coup quand je vais créer une pull request. On va pas forcément rentrer dans le détail technique parce qu'on va pas avoir le temps. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est de se dire, là, en quelques clics, l'utilisateur, il a un projet qui est fonctionnel, et lui, son travail, ça va juste être de créer en fait les modèles qui vont arriver par-dessus. Du coup, il va vraiment se concentrer sur la partie fonctionnelle. Et le gros intérêt pour nous, surtout, c'est que quand il va me dire ça bug, nous, on va juste avoir à regarder ce qu'il a fait dans son projet et ce qu'il a pas respecté dans le template. Parce qu'on sait que le template, il fonctionne, donc c'est soit les droits qui sont derrière qui ne fonctionnent pas, soit la personne a décidé de suivre son propre chemin, qu'il ne faut jamais faire. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour nous pour arriver à débugger là-dessus. Donc les questions, si vous en avez, on pourra les prendre à la fin, mais je vais laisser Antoine nous faire un petit retour d'expérience sur ce que ça nous a apporté comme bénéfice et comme point. Tout à fait, parce que c'est très bien d'avoir fait tout ça, mais il faut savoir si ça sert et si les utilisateurs en sont contents. Donc on a vraiment de bons retours de la part des utilisateurs sur ce template. Même des personnes plutôt réticentes au début, puisqu'on va avoir des utilisateurs très techniques qui vont dire moi j'ai pas besoin d'un template, en fait je suis capable d'instancier proprement un projet. Et j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit en fait t'as raison, moi j'aime bien ton Makefile, c'est super pratique. Donc on a quand même des très bons retours de nos utilisateurs. On sent bien que c'est pas un frein au quotidien, ils utilisent vraiment le template, les commandes dans leur workflow de développement. Comme l'a dit Simon, ça facilite l'accompagnement et le support des équipes, puisque on partage la même code base. Ça pousse by design toutes les bonnes pratiques. C'est aussi un très bon moyen de récolter les besoins des utilisateurs, puisqu'on va avoir des gens qui vont nous dire ouais, vous me demandez de faire ça, mais en fait, moi, dans mon projet, dans la vraie vie, on va dire, telle bonne pratique, j'ai du mal à l'appliquer, ou au contraire, il faut que j'ai besoin de la bypass parce que en fait, j'ai tel besoin, etc. Donc, c'est vraiment un support pour améliorer et nos bonnes pratiques, et du coup, le template, pour un peu récolter, pour mieux comprendre les besoins de l'utilisateur. Ça nous permet en effet de scaler rapidement, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'on a, comme le disait Simon, énormément d'équipes qui commencent à utiliser ce template et qui l'utilisent de plus en plus. Et surtout, en souvent un petit mois, on peut avoir des choses en prod assez propres et très rapidement. Ça va aussi nous permettre de faciliter la diffusion des montées de version de DBT et de l'ajout des features de DBT, puisqu'on partage tous la même code base. Il y a juste à faire un cross-update et les utilisateurs vont avoir à disposition les nouvelles features qu'on met sur le template. Ce qui bloque un peu sur ce template, c'est que ça peut ajouter une couche de complexité pour les utilisateurs qui sont un peu moins techniques. Ce que je disais en introduction, c'est qu'on a des personnes pour qui l'usage de GitHub, ça peut être nouveau, pour qui l'usage d'une invite de commande, c'est aussi nouveau. On va avoir, comme je l'ai écrit là, des incompréhensions autour du Docker, pourquoi je passe par Docker pour lancer mon code DBT, voilà, ce genre de questionnement. Alors c'est pour ça que nous on existe et on est là pour accompagner les utilisateurs, mais au premier abord, on peut avoir des incompréhensions là-dessus. Ça requiert quand même une formation associée, parce qu'on on peut apprendre DBT par nous-mêmes, mais on préfère pousser les gens à passer par notre formation qui reprend les fondamentaux de DBT, mais va permettre aussi de manipuler ce template,
de le comprendre, et on va même ajouter dans la prochaine version de la formation une version DBT avec Airflow. Donc on fera vraiment une partie orientée sur comment je orchestre mon code DBT dans Airflow, et aussi comment j'encaisse mon code dans DBT Cloud. Donc ça, c'est encore une autre petite formation qu'on couple à la formation de DBT Core, comment marche DBT. On parlait beaucoup des droits, et malheureusement les droits ne sont pas donnés automatiquement avec le template. Il n'y a pas une commande magique qui va demander les droits pour nous. C'est souvent ça qui bloque un peu dans l'adoption de ces templates. C'est en fait pas le template en soi, mais le temps qu'il faut pour arriver sur cette plateforme avec les bons droits et les bonnes autorisations. Et si on a un projet qui est assez simple, sortir toute cette artillerie, vous comprendrez très vite que c'est beaucoup, et qu'il n'y a peut-être pas besoin de tout ça. Et en effet, il y a certains cas où il n'y a pas besoin de tout ça. Mais la plupart du temps, c'est le template qui est utilisé, parce qu'il y a quand même besoin, il y a quand même une grosse code base derrière. Voilà, donc voilà un peu le retour sur les templates. Et je vais en profiter pour conclure un peu sur tout ce qu'on a dit. Notre conclusion, c'est de dire, ok, DBT, c'est très bien, ça permet une transition, on va dire, facile, vers la nouvelle plateforme data de Decathlon. Puisque techniquement, si on copie-colle du code SQL qu'on a déjà quelque part et qu'on le met dans DBT, ça fonctionne. Sauf que c'est pas la bonne façon de faire. C'est-à-dire que c'est parfait pour démarrer un projet, mais il va falloir à terme respecter les conventions de DBT et travailler de la manière dont DBT veut, donc en séparant bien son code en différentes étapes, etc. Ce qui est très pratique aussi avec DBT, c'est que ça convient autant aux data engineers que à nos autres personas, les BI engineers, les data analysts et les analytics engineers. Donc on partage aussi un outil entre les différents profils. Ce template, pour revenir un peu au template, il permet vraiment d'accélérer notre transition vers cette nouvelle plateforme. Parce que ça fournit des outils communs, une base de code commune, ça va aussi permettre une installation du poste de développement un peu plus rapide, et on va aussi pouvoir aider plus facilement les utilisateurs. C'est un peu le contrat quand certaines équipes viennent nous voir, c'est si vous n'utilisez pas le template, ça va être plus dur pour nous de vous aider. Alors que vous utilisez le template, vous allez voir tout de suite qu'on va pouvoir avancer plus vite ensemble. Et ce qui est très important pour nous, c'est que le développement de ce template et de tous les templates qu'on a au sein de l'équipe, c'est que c'est vraiment mené par les besoins de l'utilisateur. C'est eux qui viennent avec des besoins et c'est à nous d'y répondre au travers du template. C'est aussi, dans ce template, on intègre aussi les bonnes pratiques. Donc on fait forcément de la veille pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à mettre dans ce template et aussi quelles sont les nouveautés de DBT Core, de DBT Cloud, quelles sont les nouveautés globales de la data. Parce que là, on n'a pas parlé de tests, mais voilà, on pourrait parler de Great Expectation, ce genre de choses. Donc qu'est-ce que nous, on voit un peu dans ce qui se passe dans les nouveautés autour du domaine de la data et qu'est-ce qu'on intègre dans le template pour que les utilisateurs après aient ça à disposition dans leur template et dans leur projet. Et je vais terminer là-dessus. Donc merci à vous pour votre attention et puis n'hésitez pas pour les questions. Donc vous utilisez Cruft qui, par rapport à Cookie-Cutter, permet de, si on modifie le template, répercuter les changements sur les repos enfants. Est-ce que ça ne peut pas créer des conflits ou des problèmes dans les repos enfants? Du coup, en gros, l'idée c'est que ça va venir appliquer les nouveaux commits et les appliquer par rapport à ton Cookie-Cutter dans JSON où tu avais déjà tes variables qui étaient remplies. Et du coup, tu as une gestion de conflit à régler après. Du coup, c'est à toi après de faire les modifications. En fait, tu vas surtout trouver des conflits quand tu vas avoir changé autre chose que les modèles, puisque le template il va pas venir intégrer les modèles, juste un dossier d'exemple. Et du coup, l'idée c'est que tout ce qu'on va venir changer à côté, donc que ce soit la partie GitHub Action, profil de connexion, etc., tu peux les modifier, tu as la main, c'est ton projet. Mais par contre, quand on va mettre à jour des choses, que ce soit pour des raisons de sécurité, de bonnes pratiques ou autres, c'est ces fichiers-là qu'on modifie en fait, c'est pas les fichiers de modèle. Et du coup, quand tu as des conflits là-dessus, ça va être à toi de corriger les changements, parce qu'on va pas pouvoir maîtriser ce que tu as fait de différent sur ton projet par rapport au template. Et après, Cruft c'est fait pour, tu as des fichiers de rejet à gérer, du coup tu as juste à appliquer des patchs, mais après du coup c'est prévu pour. Ok, merci. Qui a d'autres questions?
du coup, ce qui je comprends bien de template, c'est pour générer un projet DBT complet. Mais du coup, comment vous gérez la partie la mise en commun parce que du coup, si chacun c'est des projets de DBT à chaque fois, je suppose que vous avez beaucoup de projets DBT différents. Et comment vous gérez le fait qu'on puisse réutiliser certains layers intermédiaires dans différents projets DBT? Donc c'est une très bonne question et on a côté QA, on a eu la mise en place d'un projet DBT Common qui va contenir plutôt des modèles staging et intermediate, mais surtout staging et les sources, pour que ce soit partagé entre tous les BI engineers et qu'ils aient juste à importer ce modèle-là, parce que c'est possible avec DBT, et après ils repartent de ça pour refaire leur modèle par-dessus. Et évidemment, le but c'est aussi de faire vivre ce repository common avec l'ajout des nouveaux modèles en staging. Donc c'est plutôt côté analytics, plutôt côté business catalyst qui font ça, côté data engineering. C'est encore très séparé entre les domaines, donc on n'a pas ça encore pour le moment. Mais ouais, c'est en cours d'adoption, c'est en cours. Et vous arrivez à faire le lineage quand même entre tout Du coup, l'idée c'est d'avoir justement le lineage DBT te permettra pas de le faire. Sauf avec les nouvelles versions de DBT. En gros, dans les nouvelles versions de DBT, la 1.5, ils ont rajouté la partie modèle public, ce qui permet justement de référencer d'autres modèles au sein de ton projet. Mais du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur Marquez, histoire d'avoir un agrégateur de lineage. Donc c'est un projet qui est assez récent. C'est Inès qui travaille dessus en stage. Du coup, si vous avez des questions très techniques, n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, l'idée c'est de se dire, en fait, DBT est compatible au Plan Lineage, et du coup, il y a un script qui s'appelle OL-DBT, je crois. Et du coup, on a rajouté, dans le cadre de son stage, justement, une partie configuration avec Databricks. Et du coup, ça va venir générer un fichier JSON qui est compatible au format Open Lineage et envoyer les informations à Marquez. Et du coup, dans Marquez, tu vas avoir des datasets qui vont te permettre d'avoir une agrégation globale. Et du coup, on est obligé de passer par cet outil, justement, qui est un agrégateur de lineage pour avoir un lineage supérieur à la documentation. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, on recommandait plutôt d'avoir un seul gros projet DBT. Ils sont en train de changer de paradigme côté DBT. Du coup, nous, on a voulu quand même un peu anticiper ça, sachant qu'on allait avoir des pipelines qui ont aussi des projets PySpark, avant d'être des projets DBT sur la fin des transformations. Du coup, dans tous les cas, on a besoin de cet agrégateur de lineage. Et après justement tout ce travail incroyable que vous avez délivré, c'est quoi un peu les prochaines évolutions ou rajouts que vous allez faire sur ce qui a déjà été construit? Du coup, il y a plusieurs travaux qui sont en cours. C'est bon. Là, les travaux sur lesquels on travaille actuellement, c'est vraiment toute la partie linter. Du coup, là, on a homogénéisé les process pour l'instant, le CI/CD. Maintenant, on va s'attaquer à homogénéiser le code, avoir un code SQL qui est pareil, sachant que justement, on est sur une décomposition en product, Antoine vous en parlera mieux. Et du coup, on va avoir des rôles qui vont être plus mouvants, avec des DE qui vont changer d'équipe. Et c'est toujours plus agréable quand on arrive quelque part d'avoir l'habitude de ce code, etc., d'avoir un code SQL qu'on maîtrise, qui est écrit pareil partout, etc. Du coup, là, il y a la partie linter. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme sujet? Il y a également répondre à l'adoption. Là, on est à 10 projets industrialisés. Nous, on veut conquérir le monde. Du coup, on veut que ce soit DBT by Decathlon à la fin. Du coup, on continue les formations. Là, on travaille les formations pour avoir plus d'adoption. Et je pense que là où il faut vraiment se méfier, c'est on a pas mal de templates où on s'est dit on va rajouter. Mais le premier truc, c'est que les projets qui sont déjà industrialisés, si toutes les 2 semaines vous leur dites ouais, mais là, il y a des nouvelles lettres qui sont cool, c'est bien, mais lui, il s'en fout en fait. La partie business, elle veut juste qu'ils sortent des nouvelles, des nouveaux use cases, et du coup, avoir une nouvelle CI qui est 3 secondes plus performante, lui, il est pas prêt à passer une semaine là-dessus. Du coup, on se dit, on essaye de solidifier le socle qu'on a, de le répandre, et après, justement, on a envie de répandre cette partie un peu plus communautaire, en disant, là, ok, on a sorti une base, on reste garant des bonnes pratiques, mais on a plutôt envie d'être garant du repo, et que ce soit les autres projets qui viennent y contribuer. Du coup, c'est le cas, aujourd'hui on a des pull requests sur d'autres templates qui arrivent d'autres projets, et vraiment c'est ce qui nous conforte en fait dans l'adoption. Du coup, pas forcément de nouvelles choses techniques, mais
plus d'adoption. Je pense que c'est ce qu'on essaie de répondre un peu plus. On sait aussi qu'il y a tout ce qui va être semantic layer autour des métriques qui va arriver dans DBT, donc ça, on l'a bien en tête. Pour le moment, on attend un peu que ça mûrisse. On a des contacts avec DBT Labs, donc on peut discuter de ça avec eux. C'est aussi un des sujets qu'on va prendre en main dans les mois, les semestres à venir. On a aussi tout ce qui va être data contracts qu'on aimerait mettre en place au sein des équipes, donc il y a ça aussi qui va venir. Donc ça, c'est les data contracts, ça va plutôt être commun à tous les templates, mais ça inclut forcément celui de DBT. Et les permissions dont vous avez parlé, que ça posait problème, c'est dans votre roadmap aussi ou c'est pour une raison trop compliquée Alors les permissions, en fait c'est géré par la partie, par les ops et il y a, alors c'est pas directement nous, mais il y a en cours un peu une réorganisation et une nouvelle façon de fonctionner pour les ops parce que vraiment ils étaient sous l'eau, sous les tickets. Donc on essaie un peu de revoir avec eux comment on peut faciliter les demandes pour que par exemple il n'ait que 1 ou 2 tickets et qu'ils comprennent surtout les besoins, parce que nous on les comprend, on est avec les équipes, mais c'est vrai que quand ça arrive aux ops, ils ne sont pas forcément au courant du pourquoi, du comment, et des fois on a des retours en disant bah non, t'as déjà une base Glue créée, donc t'as besoin. Et je te reviens en disant bah si en fait, parce que c'est telle chose. Donc on essaie un peu, là c'est plutôt organisationnel du coup, dans les accompagnements, ce qu'on aimerait c'est d'avoir un référent des ops avec nous, plus quelqu'un de notre équipe. Donc comme ça, quand on accompagne l'équipe, et ben on a cet ops qui va suivre le projet, qui va mieux le comprendre fonctionnellement pour donner les droits plus rapidement. Et surtout, s'ils ont une base de code Terraform qui est assez dense et un peu fluide, donc ils ont aussi ça à retravailler. Et mieux comprendre les besoins, ça va forcément permettre de mieux gérer tout ça. Ok, merci. Et d'autres questions? Alors, ma question, j'ai 2 questions. Une question et une question un peu plus. Pour la question, c'est comment est-ce que vous gérez le profil de connexion? Est-ce que c'est vraiment un profil de connexion unique qui est sur le template et quand il est instancié ensuite sur les différents projets, c'est toujours le même qui est utilisé? Ou est-ce qu'il y a une récupération dynamique des credentials d'un usager pour pouvoir soumettre avec cela, pour tracer aussi pour avoir une traçabilité des différents jeux qui sont soumis? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un objectif derrière de rendre ce template public, de rendre open source? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé à long terme? À court terme déjà, ou sinon à long terme? Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a pour objectif d'avoir une traçabilité? Du coup, étant donné qu'on est sur des projets qui sont par équipe, aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est quelle équipe a créé la table. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on oblige à faire des audits avant de passer en industrialisation. Étant donné qu'ils vont être dans des zones publiques, on a envie que chaque table qui est créée ait des métadonnées qui soient associées. Dans ces métadonnées, on va avoir le projet GitHub qui est créé, et également l'équipe qui en est responsable, et le mail de la personne qui gère ça. Avec la partie data contract qui va être ajoutée, on va également avoir toute la partie quelles sont les SRI sur lesquelles je m'engage là-dessus, et du coup, quelle équipe est responsable de ça. On n'a pas de traçabilité à la personne, on dit que le name shaming un peu quand il y a une table qui a été supprimée. Par contre, il y a un truc important, c'est quand on est sur de la dev, une personne va travailler en local, et du coup, potentiellement, ils peuvent travailler sur le même modèle, c'est ce qui avait été montré tout à l'heure. Du coup, là, on passe par des variables d'environnement pour venir configurer le nom du modèle en fonction du trigramme de la personne. Sur la deuxième question, sur l'open source, on a un principal engineer, du coup, une personne qui gère les bonnes pratiques, mais plutôt en termes de la BU data, qui pousse énormément là-dessus. Du coup, on est plutôt pour, mais ça demande quand même pas mal de contraintes. Déjà, il faut faire en sorte qu'il soit adopté, le projet, que ça reste pas un projet open source by Decathlon. Et également, là, on est quand même sur quelque chose qui est très ancré Decathlon, donc en termes de naming, etc. Il faudrait revoir un peu ça, je pense, avant de le rendre open source. Voilà, je sais pas si tu veux. Ouais, je vais un truc. Donc aussi pour la partie open source, une des idées, ce serait de prendre ce template, donc tout ce que vous avez vu en termes de configuration d'environnement, tout ce qui est autour, Makefile, etc., on l'enlève et on développe une CLI en interne qui ensuite on met open source, donc là on n'a plus trop le problème de naming Decathlon, et les personnes installent
la CLI et puis ils peuvent l'utiliser sur leur projet et ils ont vraiment sur leur répertoire un GitHub que du code fonctionnel, enfin quasiment que ça, plus juste une configuration d'environnement. Plus du point de vue organisationnel, donc si je comprends bien, tous les data analysts sont au sein de la même unité, donc il n'y a pas de data analysts qui sont au sein d'unités plus opérationnelles, enfin d'unités métier. Donc comment ça se passe vos contacts avec eux? Est-ce que vous fournissez juste les templates et après c'est à eux de développer sur DBT tous les différents modèles et vous restez juste là, ou est-ce que vous êtes amené sur des projets à collaborer avec eux sur comment voilà, faire vos modèles, etc. Est-ce que c'est un système de ticketing? Enfin, comment est la relation entre les data ingénieurs et les data analysts? Donc oui, très très bonne question. Ça passe essentiellement parce qu'on disait par de l'accompagnement, donc en fait ça va aussi dépendre de la maturité des équipes. On va avoir des personnes qui vont être très autonomes à prendre en main les templates, qui connaissent déjà DBT ou qui sont auto-formés et qui du coup vont très très vite. On a eu le cas avec un de mes collègues à Nantes qui avait déjà fait du DBT, lui il a fait les templates, il nous a parlé 2-3 fois et il était totalement autonome. On a évidemment d'autres équipes où c'est un peu plus long, donc il faut les accompagner et on est là pour ça, on prend ce temps-là. Donc c'est organisationnellement parlant, il n'y a pas de. Il y a un système de ticketing, ça va être vraiment le début. La personne dit je veux utiliser DBT, on reçoit le ticket, mais après du coup c'est purement informel, c'est nous qui gérons avec la personne en fonction de ses besoins. Voilà, est-ce qu'on se voit toutes les 2 semaines ou est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est. Des fois on a des personnes, on les suit souvent. Et puis en fait, au bout de 2 semaines, on n'entend plus parler, et puis au bout d'un mois, il est nous voir, en fait, je suis prêt à passer en prod. Et on regarde, on fait, ah oui, ok, il s'est très bien débrouillé, il est capable, enfin c'est ok pour passer en prod. Et sur la partie support aussi, on a essayé de créer des communautés par technologie. Du coup, on a un DBT Community, Spark Community, etc. Et dès qu'une personne a des problèmes, elle vient mettre son message dessus. Aujourd'hui, ça marche assez bien, ils s'entraident entre eux. Et du coup, on va avoir une communauté qui se crée à la fois entre, sur DBT par exemple, entre des DE et des personnes plutôt analytics engineers. Du coup, on a aussi une communauté qui se fait autour de ça. Une espèce de stack overflow maison, sachant que l'outil n'est pas open source, pour eux, c'est aussi une voie d'accès là-dessus. Du coup, nous, on vérifie que si on a 10 messages comme quoi ça ne marche plus, on peut s'inquiéter. Mais souvent, ils répondent entre eux, du coup, ça marche assez bien aujourd'hui, ce fonctionnement. Dernière question, on met un peu la pression. Moi, c'est très rapide, c'est juste au niveau de la stack Analytics Engineer, vous avez dit que vous utilisez les DBT Cloud pour l'IDE. C'est une volonté de simplicité ou il y a autre chose derrière ça? Eh bien, réponse très rapide, c'est une volonté de simplicité. Voilà, complètement. Donc, et pour GitHub, enfin pour Git même, pour l'orchestration, pour la gestion des clusters, ce genre de choses. On essaie de travailler donc avec DBT et on a un Ops qui s'occupe du Terraform qui a essayé d'ajouter des choses sur le Terraform de DBT Cloud pour pouvoir automatiser au maximum et que les personnes en fait aient juste à écrire leur code et tous les environnements sont configurés pour. C'est un peu une passerelle quand même pour DBT Core. Oui. Le but final, donc DBT Cloud, c'est, pour être honnête, c'est cher. Donc le but c'est de initier les personnes à DBT Cloud. Une fois qu'elles sont à l'aise, on passe à DBT Core avec Airflow, puisque Airflow reste vraiment l'orchestrateur de la plateforme.